Donc, bienvenue au 5e webinaire organisé par le réseau Sport 64 et ses comités sportifs de sport de pleine nature, à savoir le comité départemental de la randonnée pédestre, le comité départemental de la montagne et de l'escalade, de la spéléologie, du canot et kayak, du club alpin et le GDOS. Voilà. Donc pour présenter ce webinaire qui porte sur un vaste sujet, un sujet qui nous concerne presque tous, j'ai envie de dire, sport de nature et réseaux sociaux. Un sujet qui interroge, on est tous dans des questions assez paradoxales. Voilà, donc il nous a semblé intéressant de travailler sur le sujet. Et pour ça, donc, je vais laisser la parole à Maëlys Bordenave, qui est directrice du réseau Sport 64. Depuis 2020 et la crise du Covid, les montagnes pyrénéennes rencontrent une forte popularité, à tel point que les élus locaux n'hésitent plus à parler de surfréquentation au départ des randonnées les plus prisées. En effet, les Pyrénées-Atlantiques regorgent de sites naturels, très appréciés par les randonneurs aguerris, mais aussi par les néophytes qui sont attirés par les splendides images diffusées sur Internet. À l'image du lac du Montagnon et sa célèbre forme en cœur, certains sites sont extrêmement médiatisés sur les réseaux sociaux. Likés par des milliers de personnes, ces sites deviennent ceux des futurs départs des randonnées. Donc, les comités départementaux de sport de nature et le réseau Sport 64 se sont interrogés sur l'impact de ces réseaux sociaux sur les milieux naturels. Le webinaire proposé ce soir a pour objectif donc de connaître les usages des réseaux sociaux par les pratiquants, d'en cerner les atouts mais aussi les limites afin d'en avoir une utilisation responsable. Je tiens à remercier donc les techniciens des comités que tu as cités, Cécile, ma collègue Florence Forsens pour tout le travail de préparation réalisé, mais également les intervenants de ce soir, donc Pierre Sivadon, Thibaut Sauvé et Lola Maillet qui se sont mobilisés autour de ce sujet. Je vous confie au bon soin de Cécile pour l'animation. Merci. Merci à toi Maëlys. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va être ensemble pour une petite heure à peu près, avec, Maëlys, tu l'as dit, avec différents intervenants, soit spécialistes du sujet, soit simplement des témoins, des usagers des réseaux sociaux, mais aussi des pratiquants de sport de pleine nature. Et donc, pour aborder ce vaste sujet, nous avons décidé de nous concentrer d'abord localement. On a souhaité essayer de comprendre un petit peu comment les pratiquants de sport de pleine nature ici, localement, dans le département, utiliser les réseaux sociaux. Et pour ça, on a décidé de mener une enquête qui n'a aucun objectif d'être exhaustive, mais en tout cas, pour nous, ça a été un point de départ. Donc, elle a été menée de main de maître, notamment par Rudy Afonso, donc mon collègue de la randonnée pédestre, auprès d'un certain nombre de pratiquants. Donc, Rudy, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment a été déployée cette enquête et qui elle concernait ? Bien sûr. Alors, bonsoir à tous. Merci, Cécile. Donc effectivement, pour connaître l'utilisation des réseaux sociaux par les pratiquants de sport de nature, nous avons diffusé une enquête en ligne donc entre le 1er juillet et le 25 septembre, soit pour une durée approximative de 12 semaines. Donc cette enquête a été diffusée auprès des clubs affiliés, donc aux différents comités sport de nature, sur des groupes de pratiquants, donc sur différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook par exemple, ou même des réseaux sociaux plus spécialisés. Et aussi en grande partie via la liste de diffusion du magasin spécialisé Alpirando, donc qui est implanté à Pau, que l'on remercie, soit environ 6000 mails. Donc cette enquête qui nous a permis de récolter 422 réponses en tout. Ok, donc échantillon non négligeable. Et parmi donc, les répondants, les personnes qui ont répondu, quel type de pratiquants sont-ils ? Voilà, est-ce que ce sont des licenciés, des personnes pas forcément fédérées ? Qui sont-ils ? Oui, alors il faut savoir qu'environ un répondant sur deux fait partie d'un club, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils soient tous fédérés. Donc parmi ces répondants, il s'avère que les 3 sports les plus pratiqués, les plus représentés, donc ont été la randonnée pédestre, le ski de randonnée et la raquette à neige. Et une majorité des répondants étant des sportifs réguliers, donc qui pratiquent un sport de nature 1 à plusieurs fois par semaine. Très bien. Et du coup, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir un petit peu quels usages ont-ils des réseaux sociaux ? Pourquoi ils les utilisent ?
Oui, alors il est intéressant de noter que 9 répondants sur 10 à notre enquête utilisent les réseaux sociaux en lien avec leur activité de sport de nature. Les réseaux sociaux type messagerie instantanée, donc comme par exemple WhatsApp, Messenger, ont été les plus utilisés donc parmi ces répondants, suivis des classiques type Facebook et de ceux davantage axés sur le partage de l'image, donc comme le plus connu Instagram par exemple. Le partage de l'information, la communication entre les pratiquants et aussi le suivi de l'activité sportive donc, semblent être les raisons principales de l'utilisation des réseaux sociaux par les pratiquants de sport de nature. Et réellement, si on fait le lien avec la montagne, une sortie en montagne par exemple, comment les utilisent-ils pendant leur sortie, avant ou après? Oui, alors effectivement, pour poursuivre, on a voulu savoir si cette utilisation des réseaux sociaux variait selon les circonstances. Donc, comme tu l'as dit, avant une sortie, par exemple, ils l'utilisent principalement pour consulter la météo, s'informer sur les caractéristiques d'un itinéraire ou sur le niveau requis, et seulement en dernier recours pour s'informer sur la réglementation en vigueur. Pendant une sortie, là, ils utilisent principalement pour enregistrer leur parcours, s'orienter, mais également partager des images et un contenu à leur communauté. Après une sortie, là, le partage de l'image arrive en première position, suivi donc du partage du lieu de leur sortie. Effectivement, donc ils apprécient de partager leurs traces au plus grand nombre et aussi d'analyser leurs performances une fois rentrés de leur sortie. Et sachant que nous pratiquons bien souvent dans des milieux qui peuvent être fragiles, ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est aussi de savoir de quelle façon les pratiquants qui utilisent les réseaux sociaux partagent la localisation de leur sortie. Est-ce qu'ils la partagent ou pas? Et si oui, pourquoi? Oui, alors concernant les informations partagées par les utilisateurs, 6 pratiquants sur 10, en tout cas selon nos répondants, partagent des informations sur leur lieu de pratique. Parmi eux, la moitié reste plutôt vague, tandis que l'autre moitié donne le lieu exact de leur lieu de pratique et vont même jusqu'à renseigner des informations complémentaires comme un point GPS, une trace GPX, la voie d'accès par exemple. Et parmi ceux donnant aucune information sur leur lieu de sortie, ils le font en grande majorité, donc soit 75%, par respect pour leur vie privée, avant la sauvegarde du site, puisque la sauvegarde du site de pratique arrive seulement pour 25% des répondants. Réellement, pour eux, pour les répondants, pour l'échantillon de personnes interrogées, quel impact les réseaux sociaux ont sur l'activité? Eh bien, 6 répondants sur 10 pensent que les réseaux sociaux ne sont pas un atout ou un avis mitigé sur la question, donc ce qui est quand même pas négligeable. Seulement 4 personnes sur 10 pensent que les réseaux sociaux peuvent être un atout pour leur pratique, soit pour le partage de l'information et pour partager des conseils de sécurité, ou alors pour le développement de leur activité. Nous pouvons aussi noter quand même que plus de 7 sur 10 ne font pas confiance aux informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même vraiment assez important. Très bien. Et sur le milieu, quel impact à leur publication, enfin, ils pensent quoi de leur impact qu'ils ont sur le milieu en fait? Oui, eh bien, la grande majorité, 8 répondants sur 10, pensent que ces outils peuvent être un danger pour leur site de pratique ou alors se méfient de l'impact qu'ils peuvent avoir. Selon eux, les menaces que les réseaux sociaux peuvent représenter pour les sites de pratique sont majoritairement la surfréquentation, pour 7 répondants sur 10, et les dégradations causées sur le milieu pour donc 3 répondants sur 10. Parfait. Merci Rudy. Du coup, on voit on commence à avoir des tendances. En tout cas, voilà, on a eu quelques pistes de réflexion quant à l'impact de notre utilisation des réseaux sociaux, en tout cas ce qu'on en pense. Voilà. On va passer à une seconde partie. Avant tout, une fois le webinaire un petit peu lancé, je souhaitais vous préciser que vous pouvez poser des questions en ligne. Vous l'avez peut-être déjà compris à l'écran. Si vous flashez le petit code qui est à côté de la vidéo, vous allez pouvoir nous poser des questions en ligne. On ne vous garantit pas qu'on pourra répondre à toutes les questions, mais voilà, on essaiera d'y répondre à la fin. Et du coup, pour aller un petit peu plus dans le détail, on a souhaité faire témoigner deux personnes. Donc,
Pierre Sivadon qui est avec nous, qui va commencer, qui est un pratiquant amateur et utilisateur des réseaux sociaux, comme la plupart d'entre nous, de façon amateur. Et puis ensuite, on accueillera donc Thibaut Sauvé, qui lui, par contre, est accompagnateur en montagne, donc professionnel de la montagne, mais aussi professionnel des réseaux sociaux, puisqu'il est créateur de contenu. Bonsoir, merci d'être là, Pierre. Donc déjà, je te remercie particulièrement parce que tu es venu au pied levé remplacer Rémi Guirch, qui était annoncé sur notre communication, mais qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir pour des questions de santé. Donc Pierre, merci beaucoup. Donc tu es membre du Club Alpin de Pau, pratiquant très régulier. De quelle activité ? Pour ce qui est de la montagne, avant tout alpinisme et ski de rando, puis de la randonnée alpine parfois pour travailler le physique, quoi, mais... Okay. Donc 1 fois par semaine à peu près. Très bien. Et j'ai noté plongée aussi, pour nous sortir de la montagne. Oui, plongée, vélo, bon, à partir du moment où on peut sortir de la maison et se promener, je prends. Voilà. Très bien. Et donc tu utilises les réseaux sociaux dans ton quotidien pour les sorties. Voilà, quel usage as-tu des réseaux sociaux ? Alors dans mon quotidien, non. Pour mes sorties, oui, parce que pour moi c'est une mine d'informations, tout simplement. C'est-à-dire que des gens, parfois, vous mettent la trace GPX, mais ça, on peut la trouver ailleurs, mais surtout, ils mettent des photos. Et l'air de rien, des gens posent devant le lac de Gobe ou le lac d'Eau, mais derrière, il y a des montagnes, on voit s'il y a de la neige. On peut visualiser les conditions sur des choses qui, initialement, ne sont pas le sujet de la photo, quoi, tout simplement. Tout à fait. Donc je comprends que tu recherches des informations. Oui, c'est vraiment, pour moi, une mine d'informations. Voilà, alors je ne les utilise pas tous, Facebook en particulier, parce que généralement, il y a beaucoup de photos sur Facebook, et ce sont des photos qui sont différentes de ce qu'on pourrait retrouver sur Instagram ou des choses comme ça, où là on est plus dans le narcissisme, et on a surtout des selfies, des choses comme ça, qui là sont beaucoup moins intéressantes. Ouais. Ça c'est la première chose. Je suis sorti aussi de Strava, des choses comme ça, où là, on est plus dans le challenge, dans le défi sportif. Et finalement, il n'y a pas tant d'informations que ça, si ce n'est je l'ai fait en 3 heures ou en 10 heures, et ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est vraiment Facebook qui est pour le coup ma source privilégiée. Alors dans Facebook, il y a plusieurs choses. Là, vous avez, je ne sais pas si la diapositive est en ligne, mais... Il y a plusieurs types de sites. Il y a des sites qui sont assez spécialisés, en fait, des pages qui sont assez spécialisées, comme celle que j'ai listée là, où pour le coup, les gens ne publient là que pour expliquer où ils sont allés et quelles sont les conditions. Voilà, c'est pas tellement ma rando du dimanche que j'ai envie de vous montrer. C'est plutôt vraiment pour donner des informations à des gens qui partagent les mêmes objectifs. Voilà. C'est la même chose pour Camp to Camp, hein, où on a une vraie information technique, je dirais, pratique sur la destination où on a envie d'aller. Donc c'est vraiment mon utilisation. Alors il se trouve que c'est peut-être une utilisation un peu spéciale parce que je suis aussi au club alpin encadrant et que je prépare mes sorties à l'avance, etc. Et pour toi, l'information que tu y trouves, est-elle fiable ou comment tu juges si elle est fiable? Oui, elle est fiable. Ou pas Oui, à partir du moment où il y a des photos et qu'on reconnaît le site, elle est fiable. Et c'est l'avantage en fait, des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, il n'y a pas... Quand on connaît un peu, on arrive à faire le tri dans ce qui est dit, mais les gens sont obligés de résumer finalement. C'est ce qui est important, c'est le visuel, pas tellement ce qui est écrit. Les gens résument souvent les informations, donc elles sont fiables. Voilà. Alors, je ne sais pas si on parlera des inconvénients. Oui, tu fais une parfaite transition, justement. J'ai bien compris, donc les avantages que tu y vois, ça va être une mine d'informations. Tu vas donner le revers en toi publiant de l'information aussi quand tu fais des sorties, c'est bien ça? Oui. Ou pas? Ou tu viens juste piocher de l'information? Non, alors ça dépend. Sur les sites spécialisés, si j'estime que ce que j'ai à dire est important, je le fais. Sinon, je me cache. Voilà. D'accord, très bien. Et ensuite, oui, en effet, on voulait t'amener un petit peu sur... est-ce que toi, tu y vois des inconvénients? Si oui, lesquels? Et qu'est-ce que tu as mis en place justement pour lever les limites que tu vois, si jamais? Mais en fait, c'est justement, si on n'a pas trop d'expérience et qu'on cherche des randonnées soi-disant faciles ou des choses comme ça, en allant sur Facebook, c'est là que les problèmes arrivent, je pense. Bon, il y a la surfréquentation, là c'est un problème de milieu, mais
il y a aussi, derrière les images qu'on voit notamment sur Instagram, YouTube ou TikTok, etc., il n'y a pas du tout de notion de danger qui apparaît. Voilà. Et donc j'évite la plupart du temps de mettre mes sorties sur des pages ou des sites grand public pour éviter que les gens croient que les photos sont belles et donc c'est facile d'y aller et de voir la même chose. Ça engage souvent une gestion des risques derrière le danger. Et donc ça, c'est vraiment l'inconvénient, c'est que c'est de l'information qui est accessible, ça donne envie, c'est fait pour ça d'ailleurs, donner envie la plupart du temps. Et la conséquence, c'est que beaucoup trop de gens s'engagent en croyant que c'est facile. Donc, plus que la surfréquentation, moi je dirais que le risque, il est vraiment là. La surfréquentation, c'est un risque pour le milieu, mais en ce qui concerne l'humain, le risque, il est vraiment de réduire la notion de danger. D'accord, très bien, intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à ajouter dans tout ça? Pour l'instant, non, ça viendra, j'imagine, avec la discussion. Parfait, Voilà. pas de souci, tu reprendras le micro. Du coup, on va laisser la parole donc à Thibaut Sauvé. Voilà, donc je vais te laisser te présenter, Thibaut. Oui, bien sûr. Déjà, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, parce que c'est vrai que quand on fait des publications sur les réseaux sociaux, très souvent, on voit dans les commentaires, en fait, des gens qui forcément ont envie d'y aller, et on voit que ça peut être des débutants, des gens qui ne connaissent pas, et ça peut déclencher des situations dangereuses, ouais, effectivement. Donc ça, je le vois énormément dans les publications, parfois que je le fais, dans les commentaires. Donc je voulais rebondir, confirmer ce qu'il vient de dire, c'est vérifié plus d'une fois, quoi. Voilà. Très bien. Donc, et du coup, tu fais des publications? Oui, je fais des publications. Donc, en fait, j'ai commencé à publier, on va dire, à partager sur YouTube les randonnées que je faisais. Après une expérience d'itinérance de 4 jours dans le Jura, avec une dizaine de personnes que je ne connaissais pas du tout. Et c'était formidable. On avait vu sur le lac Léman, sur le Mont Blanc, et voilà, coucher de soleil, voilà, c'était génial. Et quand je suis rentré chez moi, j'habitais à Bordeaux à l'époque, personne ne voulait venir en montagne avec moi. Je me suis dit, ils sont cons, quoi. Et je me suis dit, bon, je vais faire des vidéos pour leur montrer les moments magiques qu'on peut passer là-haut. Donc l'objectif, c'était ça, à la base, de faire des vidéos pour donner envie justement de venir en montagne, passer du bon temps. Donc j'ai commencé à en partager sur YouTube et sur Facebook. Ensuite, j'ai suivi la formation d'accompagnateur en montagne, et je me suis dit, tiens, les vidéos, je vais essayer de le faire régulièrement, sérieusement, pour avoir de la visibilité et du coup développer plus facilement une clientèle par la suite. Et voilà, et puis de fil en aiguille, ça m'a amené à en faire pour France 3 Aquitaine. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement pour eux? Donc je fais des petites vidéos d'une dizaine de minutes où je présente en général un itinéraire, pas forcément détaillé, ça dépend des fois. Et on va présenter un point d'intérêt, on part avec 1, 2, 3 personnes, et on termine la balade en chanson. Voilà, systématiquement, on fait une petite chanson au bord d'un lac, sur un sommet, ou dans un petit coin, voilà. Et est-ce que ces vidéos sont le support pour aussi faire passer des messages de prévention, par exemple, ou on parlait de sécurité tout à l'heure, voilà, justement, est-ce que tu prépares les gens à venir en montagne, à s'y déplacer? Ça arrive, c'est pas le but premier des vidéos, mais ça arrive en fonction des itinéraires qu'on prend, de faire un peu de sensibilisation, de faire de la prévention, mais c'est pas le but premier. Mais effectivement, ça devient de plus en plus pertinent de réfléchir, de le faire. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais effectivement, oui, c'est des... Tout à fait. Du coup, pour toi, j'ai envie de poser la question, pourquoi tu fais tout ça? Quelles sont vraiment tes motivations profondes à la fois à faire ce métier-là, accompagnateur en montagne, mais aussi à publier assez largement ces sorties voilà. Le but premier, c'est de partager l'amour que j'ai pour la montagne et les moments formidables qu'on peut vivre là-haut. C'est des moments de vie qui sont top. En général, les liens qu'on vit en montagne, tu dois le savoir, Pierre, en sortant régulièrement avec le CAF, nous tous ici,
les liens sont plus forts, on vit les choses plus intensément. Et je trouve qu'il y a vraiment ce rapport, ouais, il y a ce rapport un petit peu d'amour du lieu. Et j'essaie de partager ça dans les vidéos, plus que des itinéraires ou de la performance. Voilà. Alors, malgré moi, et parfois, au début, quand je commençais, j'ai partagé des itinéraires peut-être un peu plus détaillés. Mais c'est vrai que en fait, les usages, ils mettent du temps à arriver. Les bons usages, surtout, on s'en rend compte au fur et à mesure du temps des impacts que ça peut avoir quand on pratique, quand on poste régulièrement, justement. Parce que tu t'es aperçu que quand tu postais, par exemple, une sortie qui pouvait être un petit peu détaillée, des gens y allaient derrière ou avaient envie d'y aller, en tout cas. Tu t'en es aperçu de ça Je ou me suis pas? aperçu que des gens ont envie d'y aller. Par exemple, j'ai pu faire une publication sur le pic du Midi d'Ossau et je vois dans les commentaires Ouah, mais c'est hyper, des gens qui disent ouais, en vrai, c'est facile, les cheminées. Parce que du coup, je fais un peu de prévention, je dis attention, c'est une rando. C'est plus la rando, c'est de la rando alpine engagée. Voilà, il faut peut-être la corde, il y a des morts tous les ans, voilà. Mais forcément, il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est quand même très accessible, c'est facile, je sais pas. Enfin, ils vont dire que c'est facile. Et puis des gens qui n'ont jamais fait de montagne, mais qui font de l'escalade à la salle, ils vont se dire ah bah tiens, c'est facile, je peux y aller effectivement. Mais ils vont pas savoir que c'est du granit, que si c'est mouillé, ça glisse, qu'il y a des pierres qui peuvent tomber, qu'il faut le voilà. Donc ça, c'est des commentaires. Voilà, qu'on peut voir qui font voilà, on est obligé de reprendre derrière. Okay. Donc même en faisant de la sensibilisation, en disant dans la vidéo attention c'est dangereux, on peut quand même avoir des gens qui vont avoir envie d'y aller sans avoir l'expérience, sans être accompagnés, sans voilà. Bien sûr. Tu vois d'autres avantages à tout ça ou tu veux peut-être nous parler aussi peut-être des inconvénients que au fil de l'expérience tu as pu. Les avantages, honnêtement, je pense que ça va être assez limité. Même si on peut avoir des informations quand on prépare une course, quand on a des photos qui datent vraiment de la veille ou de l'avant-veille, ça peut être un bon outil pour la suite, pour la sensibilisation, effectivement, pour partager des bons usages, peut-être pour dynamiser des territoires. Forcément, quand on voit, ça donne envie aux gens de sortir quand on voit ces choses-là. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais on ne sait jamais l'impact réel que ça va avoir. C'est difficilement mesurable. Donc sur certains endroits, ça peut permettre, voilà, je sais pas, il y a des territoires, je pense par exemple au lac d'Ayous ou à Gavarnie. Bon, on sait qu'il y a une grosse fréquentation, une surfréquentation. Du coup, il va y avoir une réglementation. Et voilà, on va s'adapter. Bon, là, le parking est devenu payant. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais forcément, il faut qu'il y ait des adaptations. Et ça peut être des avantages pour certains endroits et des inconvénients pour d'autres en fonction de... Voilà, il y a vraiment les deux dans la balance. Il y a les deux dans la balance. C'est pour ça que la question n'est pas si simple, en effet. Non. Et du coup, dans les inconvénients, donc on a parlé de surfréquentation. Donc ça, c'est plus inciter les gens à aller sur un site. Ça peut être un vrai inconvénient pour certains sites qui sont déjà très fréquentés. Tu vois autre chose ? Alors, après, il y a souvent, j'ai entendu un pote qui m'a dit ouais, mais si on partage plus de spots, eh ben, ça dilue un petit peu. Bon, je trouve que l'argument ne tient pas. Mais c'est un argument qu'on m'a dit eh ben, attends, s'il y a 3 endroits au lieu d'un, forcément, ça va diluer un petit peu. Je suis pas sûr, parce que la fréquentation augmente de façon générale, et donc ça fera encore plus de monde, encore plus partout. Mais voilà, après, c'est peut-être bien qu'il y ait des endroits qui soient aménagés, qui puissent accueillir, sensibiliser plus largement un plus grand nombre de personnes, et que les plus curieux, voilà, quand on sort la carte, on regarde, on contacte des professionnels, voilà, et là on s'éloigne un petit peu des sentiers battus. Je ne sais pas si c'est peut-être... Parfait, tu fais une parfaite transition avec notre prochaine intervenante qui travaille pour l'Agence départementale du tourisme et qui a planché sur ces questions-là depuis quelques saisons. Donc c'est Lola Maillet. Hop, je suis en train de faire passer les diapos en même temps. Donc c'est Lola Maillet, je te laisse te présenter peut-être. Bonjour, donc Lola Maillet, je travaille à l'Agence départementale du tourisme du 64. Donc du Béarn et du Pays Basque. Et vous connaissez peut-être leurs réseaux sociaux qui sont Béarn Pyrénées Tourisme et Pays Basque Tourisme. Parfait. Je suis en train de faire passer tes petits diapos. Hop,
Voilà. Donc, merci Lola d'être venue depuis Bayonne. Je crois que tu es basée sur Bayonne. Voilà. Donc, dans un premier temps, Lola, est-ce qu'on va prendre un petit peu de hauteur avec toi? Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'utilisation des réseaux sociaux par les pratiquants de sport de pleine nature, mais de façon peut-être un peu plus générale? Je sais que tu as eu l'occasion de faire des études sur le sujet, donc avec des données peut-être un peu plus officielles. Tout à fait. Effectivement, j'ai travaillé avant 6 ans dans une agence de communication spécialisée dans les réseaux sociaux et on accompagnait des destinations touristiques. Donc, c'est des sujets que voilà, j'ai l'habitude de traiter. Donc, d'après une étude, il y a quand même 40% des Français qui utilisent des objets connectés dans leur activité sportive, notamment dans les activités de pleine nature. Ok, et du coup, quel type d'objets connectés, par exemple? Donc, on retrouve des ordinateurs, principalement les smartphones, et maintenant aussi les montres connectées qui sont de plus en plus utilisées par les pratiquants. Et les pratiquants vont utiliser ces outils-là pour télécharger des applications de partage d'itinéraires, mais également pour consulter des avis sur des randonnées ou pour partager des traces GPX ou en télécharger, mais également pour visualiser les statistiques et les performances de ces sorties. Il y a quelques exemples à l'écran d'applications, Open Runner, Strava, Visorando, Komoot, etc., pour n'en citer que quelques-unes. D'accord, merci. Et du coup, concernant plutôt les types de réseaux sociaux, donc là, en fait, les outils qui sont utilisés. Ouais, plutôt. Ce sont des exemples des applications en question. Le premier exemple, c'est donc Strava, qui est vraiment un réseau social, comme on peut l'avoir sur Instagram, où on a des amis, où on va venir aimer, partager ou commenter des sorties sportives de ses amis. Et c'est utilisé pour toutes les pratiques de sport, donc la course à pied, la randonnée, les sorties de ski de rando, la natation, etc. Ensuite, on a un exemple qui est Komoot. Donc là, c'est un réseau social qui est utilisé davantage pour planifier un itinéraire d'un point A à un point B en sélectionnant un sport en question. Et l'application va choisir le meilleur itinéraire possible pour pratiquer son activité. Et ensuite, on pourra également partager sa sortie et la partager à ses amis, faire également du repérage pour essayer de trouver des idées de randonnée ou de sortie. Parfait. Donc du partage d'informations, une mine d'informations aussi, je pense, j'imagine. Oui, complètement. Voilà. Mais aussi, de façon indirecte, ça peut influencer, du coup, ça donne des idées aussi sur des lieux de pratique, etc. Donc ça peut aussi amener du monde sur certains lieux de pratique. Exactement. C'est vrai que ces applications sont utilisées pour soit chercher une idée de balade ou pour partager sa sortie. On peut voir aussi sur Visorando notamment que les randonnées sont notées et ça peut aussi permettre aux personnes de regarder les commentaires, de se faire un avis sur la balade avant d'y aller, de visualiser aussi les photos et de choisir la randonnée en question. Et c'est vrai que plus une randonnée va être mieux notée, plus les algorithmes vont la pousser aux utilisateurs et plus il y a de risques que le site soit surfréquenté. D'accord. Information intéressante à savoir et dont on n'a pas toujours conscience en fait. Ok. Et concernant donc les réseaux sociaux, quels sont les réseaux sociaux qui sont utilisés par les pratiquants? Donc là, j'ai repris les 3 principaux réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram et TikTok, sans prendre en compte les applications de messagerie, mais qui sont également assez utilisées pour plutôt l'organisation de ces sorties, avec WhatsApp ou Messenger. Sur Facebook, donc, qui est plutôt utilisé par les plus de 40 ans, on retrouve beaucoup de groupes autour de sorties en pleine nature. Et donc, dans ces groupes, les personnes vont justement prendre beaucoup de photos et ajouter une petite description pour vraiment partager leur expérience et leur ressenti de leur balade. Et on a de nombreux groupes sur le département, comme les Mordus des Pyrénées ou Passion Rando Pyrénées, les Copines de Rando, etc. Ça permet aussi aux gens de se rencontrer pour partir faire des balades. Oui, on l'a vu d'ailleurs dans la petite diapo d'illustration de Pierre. Ces groupes, ils sont constitués d'un certain nombre de personnes quand même. C'est pas négligeable. C'est-à-dire quand on poste une information, elle est vue par plusieurs milliers de personnes. Oui.
Les gens commentent. Enfin, c'est vrai que sur Facebook, on a encore beaucoup de personnes qui prennent le temps de commenter, d'échanger. Donc c'est vrai que ces groupes sont vraiment assez animés. Très bien. Et donc, si on passe par exemple à, je crois que c'est Instagram qui vient ensuite, Ouais. est-ce que c'est le même public qui l'utilise ou on l'utilise pour la même chose ou pour des choses différentes? Non, pas du tout. Sur Instagram et sur TikTok, on a un peu les mêmes types de pratiques. Sur Instagram, on est plutôt sur une cible de 25 à 40 ans. Et là, on a des photos qui sont un peu plus superficielles, on peut dire. La communauté va avoir envie de se prendre en photo devant le plus beau point de vue de la randonnée et la partager à sa communauté pour avoir le plus de likes possible. On va retrouver des très belles photos de paysages, également des petites vidéos qui vont montrer des très beaux paysages avec, voilà, souvent c'est le point d'arrivée de la randonnée. Mais on retrouve aussi des contenus qui sont un peu plus qualitatifs, où on va avoir des partages d'itinéraires, comme les Others, c'est quelque chose qu'ils font. Il y a maintenant des destinations touristiques aussi qui partagent des itinéraires en sélectionnant voilà, les itinéraires qu'ils veulent mettre en avant, qui sont balisés et qui peuvent accepter les visiteurs. On retrouve aussi des petits reels de tutos ou de conseils pour bien s'équiper avant de partir en balade. Et c'est vrai que Instagram est aussi beaucoup utilisé dans les sports de neige dès qu'il y a des conditions, des bonnes conditions, notamment pour le ski. Les utilisateurs ont l'habitude de poster des stories sur les conditions et c'est souvent des posts même en tant que destination qui fonctionnent très bien. Et c'est souvent des belles conditions qu'on poste, Oui. plutôt. Ou sinon, on met un petit filtre pour améliorer Ouais. la photographie. Ok. Et alors moi, personnellement, c'est un réseau social que je connais absolument pas, TikTok. Comment est-il utilisé dans ce domaine-là? Donc c'est vrai que TikTok est en pleine expansion ces dernières années. Pour l'instant, il est principalement utilisé par les moins de 30 ans, mais on voit que la communauté de TikTok est également vieillissante et il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Et sur cette plateforme-là, on va retrouver beaucoup de tutos, de conseils sur comment préparer sa rando, comment lire une carte ou des choses comme ça. Sur l'équipement également. On va retrouver également des tutos des tops de randonnées à faire quand on part dans une destination avec un listing de randonnées à aller faire. On a aussi des très belles vidéos qui vont inspirer et donner envie à leur communauté de faire. Et des retours d'expérience où en fait... là où à l'époque on avait peut-être plutôt des blogs qui décrivaient la randonnée étape par étape, c'est des contenus qu'on voit maintenant aussi sur TikTok. D'accord. Thibaut, peut-être que tu peux témoigner. Je crois que tu publies sur les 3 réseaux sociaux en question. Est-ce que tu publies à chaque fois les mêmes choses ou non, tu vois bien qu'il y a une communauté différente derrière Facebook, derrière TikTok ou derrière Instagram? Oui, effectivement. Et du coup, tu es amené à publier différemment. C'est des audiences différentes, ouais, effectivement. Je m'amuse à regarder l'âge des personnes qui vont regarder le contenu. Donc effectivement, sur Facebook, c'est un peu plus âgé. C'est plus 35-55, on va dire, majoritairement. Instagram, comme tu disais, 25, 25-35 ans, c'est 80% des gens qui regardent, qui interagissent avec ce contenu. Et TikTok, j'ai commencé là il y a un mois ou 2, donc je comprends pas encore tout, mais effectivement il y a de plus en plus de gens qui le suivent, puisque ma mère est sur TikTok, donc D'accord. coucou maman d'ailleurs. Ok, très bien. Et peut-être que tu sais pas nous le dire, mais dans ces publics-là, est-ce que tu sens que sur Facebook, Instagram ou TikTok, ce sont des gens plus ou moins avertis concernant des sorties en montagne? Est-ce que par exemple sur TikTok, ça va être Alors, plus jeune, donc peut-être un peu moins averti, un peu plus tout fou, pas forcément. Voilà. Qu'est-ce que... non, franchement, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. J'ai posté par exemple un petit tuto pour calculer un azimut, savoir comment utiliser la boussole. Je me suis fait reprendre par un militaire qui m'a fait mais c'est n'importe quoi, c'est un gisement là, ce que tu nous fais. Bon, et parfois il peut y avoir des gens qui connaissent rien, enfin il y a vraiment de tous les profils possibles, imaginables. Donc on ne sait jamais quelle portée, quel impact le contenu va avoir aussi concrètement. Ouais. D'accord, merci. Lola, tu as quelque chose à rajouter sur la partie réseaux sociaux peut-être ou pas?
Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je te propose, tu en as un petit peu parlé déjà, mais si de façon un petit peu synthétique, pour toi et avec tout ça et l'expertise que tu as, quels sont les avantages et les inconvénients de publier, de l'utilisation des réseaux sociaux? Donc c'est vrai que l'avantage, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment le fait que les pratiques de pleine nature sont vraiment devenues plus accessibles à un plus grand nombre de personnes parce qu'on n'a plus besoin de faire obligatoirement appel à un accompagnateur en montagne, savoir lire une carte IGN pour partir en randonnée. Maintenant, on peut voir qu'avec une simple application, on arrive à se débrouiller et à se retrouver en montagne en tout cas. Donc on peut voir que effectivement la nature, la montagne attire de plus en plus et ça on l'a vraiment constaté depuis le Covid où il y a vraiment un retour à ces sports-là. On a aussi la possibilité de créer des itinéraires plus facilement avec des informations fiables, notamment les cartes GPX qui permettent à un utilisateur qui aurait une application de suivre cet itinéraire-là sans grande difficulté. Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est des sources de motivation pour partir en pleine nature et pratiquer son sport. On peut voir aussi que ces applications, elles viennent comparer des performances sportives. Donc pour les plus sportifs d'entre nous, ça peut être aussi des petits challenges qu'on va se lancer entre amis sur des cols ou des courses à pied par exemple. Donc ça peut être aussi une source de motivation à pratiquer ces sports-là. C'est vrai qu'en termes de... nous, on est une destination touristique. On a pour objectif de faire venir les visiteurs sur le département. Ces réseaux sociaux, c'est vraiment un outil qui est assez utile pour répondre à cet objectif-là. Mais bon, on peut voir que les réseaux sociaux ont également un certain nombre d'inconvénients. Je me permets de rebondir sur une chose que tu as dit dans les avantages. Ça permet de partir en montagne sans avoir un accompagnateur. Pas sûr que ce soit un avantage. Parce que un accompagnateur ne sert pas juste à se s'orienter, mais c'est un bonheur de se laisser porter. Et puis l'accompagnateur, il va raconter des petites légendes. L'application, elle ne va pas vous raconter la petite légende du gypaète moustachu, par exemple. Voilà. Non, mais c'était juste pour... Voilà. Merci. Tu as bien raison et ça fait aussi... ça dépend de quel point de vue on le prend. Pour le pratiquant, c'est vrai que c'est peut-être plus accessible. Pour nous, en tant qu'agence départementale du tourisme, le fait que on incite beaucoup les randonneurs à faire appel aux accompagnateurs, ça fait tourner l'économie locale. Ils permettent de faire de la sensibilisation pour respecter les usages et former aussi les pratiquants aux bonnes pratiques. Donc effectivement... c'est pas forcément un avantage. Et on va le voir d'ailleurs, c'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus de monde dans nos montagnes, on a des problèmes, comme on l'a dit, de surfréquentation de certains sites touristiques. On a des problèmes de dégradation aussi de certains milieux. On a pu voir beaucoup de défiance par rapport à l'augmentation des pratiques en pleine montagne avec l'organisation de feux, des bivouacs, les personnes qui laissent leur tente au lac d'Ayous parce qu'ils ne sont pas du tout sensibilisés à ces pratiques-là. On peut voir aussi qu'il y a de plus en plus de collecte permanente de données qui engendrent de la pollution numérique. Ça, les pratiquants, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Mais c'est vrai qu'avec tous ces outils connectés, notamment les montres, ça collecte de la donnée en permanence sur ces données de santé qui sont des données qui sont très personnelles. Ça génère de la pollution et c'est aussi un risque sur la revente de ces informations et ces datas qui concernent les utilisateurs. Donc c'est aussi un inconvénient qu'on peut y voir. On peut voir qu'il y a aussi énormément d'outils et d'applications de sites web. Donc il y a de plus en plus de risques de fake news, d'informations qui peuvent être erronées ou des informations qui sont communiquées mais qui sensibilisent pas forcément aux bons gestes, qui préviennent pas que à tel endroit il y a un troupeau avec un patou, donc ça peut être dangereux, ou tel endroit il y a de la neige, donc il faut partir bien équipé, etc. Donc voilà, il y a énormément d'informations et qui sont pas toujours les plus justes ou les plus complètes possibles, on va dire. Voilà, et c'est vrai qu'on constate aussi des conflits d'usage en montagne de par la surfréquentation de certains sites et l'augmentation des pratiquants. On
on remarque notamment dans le Béarn, hein, qui est vraiment une terre pastorale, des conflits d'usage entre les bergers, les pratiquants et les habitants. Oui, donc on voit bien que même si ces réseaux sociaux, on les utilise tous ou presque tous, donc bien sûr qu'on y trouve des avantages, c'est quand même obligé d'être accompagné, il faut de la sensibilisation. Un accompagnateur en montagne, en effet, il ne sert pas qu'à aller montrer un endroit, il sert aussi à acculturer les gens à comment on vit en montagne et comment on s'y déplace. Et tout ça, il faut qu'on arrive à y travailler ensemble. En tout cas, on peut pas avoir affaire qu'à des réseaux sociaux. Exactement. Voilà, c'est ça. Et du coup, ah non, il y a des petits exemples du coup qui Oui, sont. il y a des petits voilà. exemples qui illustrent un petit peu ce que j'ai dit. Le célèbre exemple du lac de Montagnon qui a fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux et qui attire énormément de monde parce que ça séduit, c'est magnifique et du coup ça attire du monde. Nous, on s'est complètement interdit de faire des publications maintenant sur ce site qu'on veut protéger et qui n'a plus du tout besoin de communication. Et en tout cas, si on en fait, ça sera en sensibilisant les publics. D'accord, très bien. D'autres exemples de dérives? D'autres exemples qu'on peut voir aussi sur Instagram, où on peut voir des personnes qui postent leurs randonnées, qui sont en maillot de bain et qui partent avec leur chat tenu en laisse sur les sentiers. Voilà les dérives qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et ces gens trouvent ça totalement normal. On peut voir aussi des gens qui se mettent en danger pour prendre la belle photo Instagrammable. Ou des personnes qui vont par exemple se baigner dans des lacs qui sont des espaces sensibles et qui ne font pas forcément de sensibilisation sur les règles à respecter quand on se baigne. Tout à fait. Mais il y a aussi des bons exemples. Exactement. Il y a aussi des bons exemples comme des groupes comme Rando Patou Info. Donc là, c'est des personnes qui vont communiquer où est-ce qu'ils ont croisé des patous. Ça peut permettre d'éviter des accidents. Ou des destinations touristiques qui vont communiquer sur les bons gestes quand on part en randonnée. Ou également des pages comme Je peux pas Gérando qui vont vraiment sensibiliser aussi au bivouac avec vraiment les bons gestes à respecter et des vidéos qui sont assez choquantes qui vont vraiment pousser les utilisateurs à se rendre compte des dérives et de sensibiliser et d'apprendre à bien faire. Oui, ça peut devenir vraiment une plateforme de sensibilisation aussi, tout à fait. médiatique. Concernant donc l'agence départementale du tourisme, je sais que vous avez mis en place un certain nombre de choses concernant la politique réseaux sociaux. Ouais. Du coup, quelle est-elle? Donc, on est présent sur Facebook et Instagram. On a vraiment choisi d'avoir une stratégie plus engagée. Donc, on a listé un certain nombre de sites sensibles qu'on s'interdit de parler, dans des sites aussi surfréquentés. Et on s'interdit d'en parler pendant toutes les périodes de vacances. Et à contrario, on a des sites alternatifs qui peuvent recevoir du public et qu'on met en avant. On a également produit du contenu pour sensibiliser les gens. On essaye d'avoir un angle vraiment responsable dans les messages qu'on porte avec des éco-gestes. On a une campagne aussi autour d'une opération qui s'appelle Réussir ma rando, qui communique sur tous les bons gestes à adopter. On avait également créé une localisation Pays Basque Secret ou Béarn-Pyrénées Secret pour, dès qu'on parle d'un site sensible, ne pas communiquer vraiment la localisation. Voilà, plein de petits projets pour adopter une stratégie un peu plus responsable et protéger un maximum ces sites sensibles. Très bien. J'en profite pour dire que ces webinaires font partie du dispositif Réussir ma rando. Thibaut. La localisation Pays Basque Secret et Béarn-Pyrénées Secret, c'est une géolocalisation que tu peux mettre sur ton poste, que tu peux trouver? Oui, c'est ça. On l'avait créée il y a 2 ans. Avec Meta, on ne sait jamais trop. On a réussi à la créer. Elle est restée pendant 1 an. Et là, on a du mal à la faire remonter. Mais voilà, c'est un dispositif qu'on avait mis en place pour éviter de communiquer sur les sites vraiment sensibles. Très bien. Donc Réussir ma rando, tu en parlais juste. Oui, quelques exemples justement de Réussir ma rando donc sur les comptes Instagram. Donc c'est une campagne qui sensibilise aux éco-gestes, qui est un site internet, et on la relaie sur les réseaux sociaux. Donc là, ce sont des exemples sur Instagram où on utilise tous les types de formats possibles pour sensibiliser, avec des guides sur les éco-gestes. Tous les posts qui parlent de randonnée, on va venir vraiment apporter des messages de sensibilisation, des éco-gestes
comment bien s'équiper, rester sur les sentiers. Enfin, on a un grand nombre d'éco-gestes qu'on utilise dans ces postes-là. Et on a fait également de la production de contenu sur des petits tutos, conseils. Quand on croise par exemple un troupeau, un animal, comment on peut se comporter en randonnée en ayant un impact le plus positif sur l'environnement possible. Et on partage également des itinéraires que l'on souhaite mettre en avant, qui ne sont pas forcément des sites surfréquentés, où on sait qu'on a un petit pouvoir de réorientation des flux touristiques. Donc, on utilise également cet outil-là pour jouer sur les flux. Du coup, on en arrive à la dernière partie de notre webinaire. Alors, c'est pareil, on va parler des bons gestes à adopter quand on est pratiquant pour essayer d'avoir une utilisation la plus responsable possible de ces réseaux sociaux. L'idée, c'est pas de faire une liste exhaustive. D'ailleurs, si vous avez des belles idées à la maison, n'hésitez pas à nous les faire remonter via le petit chat. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de l'ADT, vous avez travaillé sur certaines bonnes pratiques. Du coup, quelles sont-elles voilà. Oui, moi, si je peux résumer et donner des conseils aux pratiquants, justement, cette localisation, c'est le fait de ne pas d'utiliser de localisation exacte quand on sait qu'on va aller sur un espace naturel sensible. Donc, soit ne pas du tout en utiliser, soit utiliser une localisation plus généraliste. Mais en tout cas, avoir cette réflexion-là, se dire est-ce qu'on veut vraiment envoyer des gens ici, des gens qui ne sont pas forcément initiés à la randonnée, se poser ce genre de questions. C'est également sensibiliser aux bons gestes et expliquer pourquoi il faut faire ces gestes-là. Par exemple, pourquoi il ne faut pas cueillir de fleurs quand on part en randonnée, ou pourquoi il ne faut pas jeter sa peau de banane dans la nature. Ce sont tout un tas de règles qui sont écrites et détaillées sur le site Réussir ma rando, donc vous pouvez trouver de l'inspiration là-dedans. C'est expliquer aussi les bonnes pratiques, faire des tutos pour donner connaissance aux pratiquants de comment on peut lire une carte hygiène, comment on peut utiliser une boussole pour qu'ils ne soient pas totalement dépendants de leur application. Si jamais ils n'ont plus de batterie, il faut qu'ils sachent comment quand même s'en sortir en pleine nature. C'est aussi ne pas utiliser sa montre connectée 24 heures sur 24, mais l'utiliser par exemple que pour son activité sportive. Montrer les bons exemples dans ses stories, le fait de rester sur ses sentiers, pas forcément le dire, mais au moins respecter ces gestes-là, bien s'équiper, tenir son chien en laisse. Un geste qui a beaucoup d'importance sur l'environnement, ça va vraiment être le mode de transport. Pour se rendre entre son domicile et son lieu de pratique, il faut privilégier les modes de transport les plus doux, le covoiturage ou les bus et les navettes quand il en existe. Et ne pas se mettre en danger pour une belle photo Instagram. Privilégier sa santé, sa sécurité. Important de le rappeler. Oui. Et je sais que vous avez travaillé aussi sur une liste pour avoir une utilisation la plus, au niveau numérique, en tout cas la plus responsable possible. Oui, tout à fait. Du coup, ce sont des choses où on n'a pas forcément tendance à y penser directement. C'est bien de les rappeler. Oui, c'est vrai que le numérique pollue énormément. Et du coup, là, ce sont des bons gestes à adopter pour limiter son impact du numérique. Donc, c'est le fait de privilégier le format photo dans ses publications. C'est un format qui pollue beaucoup moins que le format vidéo. Donc, se dire que des fois, une simple photo sera suffisante pour faire passer son message. C'est le fait de se connecter dès qu'on arrive quelque part en Wi-Fi pour poster son contenu et pour scroller sur les réseaux parce que la 4G consomme 10 fois plus que la Wi-Fi. C'est le fait de faire du tri dans son téléphone, sur le cloud pour ne pas saturer les serveurs. On peut également privilégier de faire des vidéos en HD et pas forcément en 4K parce que ça prend quand même beaucoup moins de place et moins énergivore. Éviter les photos live qui sont plus lourdes que des photos classiques. Et surtout, c'est garder son équipement le plus longtemps possible ou privilégier le reconditionner quand on doit changer sa montre connectée, son téléphone. Ça, c'est vraiment ce qui a le plus d'impact en termes de pollution numérique, la création de tous ces outils-là. Ok, merci beaucoup Lola. Voilà, il y a déjà un certain nombre d'idées qu'on peut piocher dedans tous ensemble collectivement et peut-être qu'on arrivera un petit peu à diminuer notre impact, que ce soit sur nos outils, les matériaux qu'on utilise ou nos publications tout simplement. On me dit qu'il y a
pas de questions, donc c'est qu'on a tout dit peut-être, je sais pas. Ouais, elles viendront plus tard. En tout cas, la discussion est ouverte. Je sais pas, je vais demander à nos intervenants s'ils ont quelque chose à rajouter. Un petit mot de la fin. Oui, je voulais rajouter quelque chose au sujet de ce que vous avez dit, mais vous êtes revenu un peu dessus, donc c'est bien. C'est tout l'intérêt donc de ces réseaux sociaux pour choisir sa rando et partir tranquillement en sécurité, comme si la rando était juste comme aller au cinéma, on choisit son film, on y va. C'était juste un pouce-bouton, quoi. Et en réalité, effectivement, le téléphone a cet avantage-là, mais a aussi ce gros inconvénient d'être très fragile. Et surtout, ne pas oublier que finalement, il tombe en panne, il se décharge, que le réseau peut ne pas exister, que la carte n'est peut-être pas téléchargée et donc plus disponible dès qu'on s'éloigne un peu. Et la plupart des accidents, la plupart des accidents aujourd'hui, quand le PGHM se déplace, eh ben ce sont des gens qui sont perdus, alors qu'ils étaient partis avec un téléphone, une trace GPX. Et comme en fait, ça a l'air tout simple, puisque le téléphone nous emmène. Bon, généralement, on n'a pas la météo et on se retrouve dans des situations assez critiques parce qu'on n'a pas l'équipement qu'il faut. Voilà. Donc, ce n'est pas si pouce-bouton que ça, ce n'est pas si simplifié ni si facilité que ça quand on a son téléphone. Voilà. Tout à fait, merci Pierre de le rappeler. En effet, la rando, c'est pas qu'un sentier, c'est aussi des températures qui baissent le soir, c'est aussi un copain qui peut être fatigué et on s'en rend pas compte, ça le téléphone nous le dit pas, quoi. Voilà. Et tout ça, ça s'apprend en pratiquant, ça prend du temps, ça c'est sûr. Après, voilà, ces outils sont des bons outils avec leurs limites, on l'a vu. Je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur ça. Donc voilà, on va avancer individuellement et collectivement sur la question. Merci d'avoir été présent. Donc déjà, merci à nos intervenants d'être venus ici. Merci à nos techniciens derrière. Vous ne le voyez pas, mais il y a plein de caméras et plein de techniciens derrière votre écran. Voilà. Et merci à Réseau Sport, bien sûr, 64, de nous laisser organiser tout ça. Et on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire qui aura lieu ce printemps. On ne sait pas vous annoncer encore le sujet, mais voilà. Et aussi vous dire, dernière info, que ce webinaire est revisionnable en ligne sur le site de Réseau Sport 64 quand vous le souhaitez. Voilà. Merci à tous. Au revoir.